Merci, Monsieur le ministre. Vous avez eu une belle phrase que j'ai notée avec beaucoup de plaisir. Vous avez parlé d'une belle exigence d'égalité. Ça m'a fait très plaisir. Donc justement, je vais développer un petit peu sur le titre 1. Donc j'aurais une proposition à faire sur les missions des missions locales, justement, pour faire en sorte qu'elles puissent mettre en œuvre les objectifs d'égalité femmes-hommes pour lutter contre les stéréotypes sexués et pour la mixité des emplois, bien sûr, parce qu'on se rend bien compte que les jeunes femmes rencontrent des spécificités de freins particuliers. Et donc, ce serait intéressant pour ces missions locales qui sont justement au cœur du sujet. J'ai été présidente pendant quelques années d'une mission locale et je peux vous dire que c'était des constats que je faisais régulièrement. Le deuxième point, ça a été déjà abordé par madame la ministre Erika ce matin, mais je le redis, donc faire du sexisme au même titre que l'homophobie ou le racisme une circonstance aggravante des crimes et délits me paraît une préoccupation que nous devons avoir et madame Barrek apparemment soutient aussi cette idée. Je voudrais aussi, toujours sur ce point de l'égalité, ajouter dans le code général des collectivités territoriales que la mise en œuvre de politiques d'égalité femmes-hommes fait aussi partie des compétences partagées des collectivités. On y voit le tourisme, l'éducation populaire, le sport, la culture. Ce serait bien aussi qu'on inscrive dans la loi, ce qui n'a pas été fait lors de la loi NOTRe, que la compétence égalité femmes-hommes fait aussi partie d'une compétence partagée. Mon quatrième point, c'est sur la mixité et l'égalité des chances dans l'habitat. Le titre de ce chapitre, de ce livre, parle de mixité sociale et d'égalité des chances dans l'habitat. Et moi, je trouve dommage qu'à aucun moment ne figure la place et le rôle que peut jouer l'habitant dans sa propre ville. Et dans ce chapitre-là, il n'apparaît jamais. Donc l'habitant, le résident, je pense qu'il a un rôle à jouer aussi pour que la vie se passe le mieux possible. Et mon dernier point, on l'a aussi abordé ce matin, c'est la question du CV anonyme. C'est quelque chose que nous avons testé aussi quand j'étais vice-présidente du conseil général de mon département. Et je peux vous dire qu'il y a des résultats tout à fait intéressants, non seulement en termes de couleur de peau, d'origine, mais aussi pour l'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai des chiffres, puisque nous l'avons testé. Notre département avait mis en place ces CV anonymes et ça a été très probant, puisque du coup, les jeunes femmes avaient droit à de lever ce premier frein qui est, d'accord, c'est une femme, donc on élimine le CV. Et au moins, évidemment, quand elle était devant l'employeur, devant le DRH, évidemment, il voyait que c'était une femme. Mais ça a permis quand même qu'il y ait des recrutements beaucoup plus importants. Voilà, donc je sais que ce débat n'est pas terminé, mais si on peut en parler. Merci, monsieur le ministre. Merci. Madame Maud Olivier a évoqué les missions locales, l'égalité homme-femme. C'est déjà, j'ai envie de dire, aujourd'hui une réalité qu'il faudra peut-être savoir développer. En tout cas, je puis vous dire que les missions locales, au travers notamment de la garantie jeune, sont aujourd'hui des partenaires indispensables du service public de l'insertion des jeunes et qui ne se limitent pas qu'à l'emploi. Et donc, la philosophie que je sais vous défendez sera tout à fait pertinente en la matière. Comme vous l'avez évoqué sur la circonstance aggravante de sexisme, je ne vois que des intérêts à ce que le sexisme soit dans le texte. Est-ce qualité et je me féliciterai donc d'un amendement en ce sens. Vous avez évoqué l'idée de quotas dans les collectivités locales sur l'égalité homme-femme. Je pensais aux fonctionnaires en tant que tels. Je ne suis pas sûr que ce texte soit le support potentiel en la matière, mais peut-être que le débat parlementaire fera évoluer les choses, notamment sur l'accès au concours. Ce n'est pas vous qui avez évoqué, si vous avez évoqué le CV anonyme. Voilà. Le CV anonyme, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable pour des raisons philosophiques. Je ne vois pas pourquoi un jeune de couleur ou portant un nom nord-africain ou ayant une adresse stigmatisée devrait passer par un CV anonyme pour pouvoir être reconnu pour ses qualités. C'est pour moi un vrai problème. Je le livre tel quel. Je suis favorable plutôt au développement des CV vidéo, comme
la Fondation FAS peut le développer, c'est-à-dire de permettre à un jeune de pouvoir montrer toutes ses qualités, quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son adresse. Et pour des raisons y compris pratiques, à savoir qu'à un moment donné, au moment du dernier entretien de recrutement, il faudra bien enlever, entre guillemets, l'anonymat. Je n'ai jamais vu un employeur recruter sans voir la personne. Et en même temps, quand je vous dis ça, puisque je ne suis pas favorable à l'obligation du CV anonyme, qui d'ailleurs a été supprimée dans les textes portés par professeur Rebsamen, je ne dis pas que des structures, et je sais qu'il y a des entreprises qui le pratiquent avec une forme extrêmement intéressante et qui en sont très satisfaites. Donc ma position n'est pas une position d'exclusive en tant que telle. Je ne peux pas exclure le principe même du CV anonyme, en tout cas sa pratique, mais de ne pas le rendre systématique en tant que tel. Vous avez bien m'excuser de ne pas être totalement en phase avec votre position en la matière. Régis Juanico.